Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble un acteur majeur de la scène mondiale, un peu complexe mais passionnant, l'Union européenne. C'est un sujet incontournable, surtout en période de révision, alors on va aller à l'essentiel pour que tout soit limpide, c'est parti. Alors la question de départ, elle est assez folle quand on y pense. Comment est-ce qu'un continent qui s'est entredéchiré pendant des siècles, avec deux guerres mondiales au XXe siècle, a pu construire un projet de paix et devenir une puissance qui compte? C'est le fil rouge qu'on va suivre. Pour comprendre l'U d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que tout a commencé non pas par une ambition de pouvoir, mais par une obsession, la paix. Plus jamais la guerre. Concrètement, comment ça s'est passé? Juste après la guerre, l'idée est simple, presque pragmatique. Pour que les pays ne se fassent plus la guerre, il faut les lier par l'économie. Ça commence en 1951 avec la CCA, où l'on met en commun le charbon et l'acier, les nerfs de la guerre à l'époque. Et puis, 6 ans plus tard, le traité de Rome va beaucoup plus loin et crée un grand marché commun. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que derrière l'économie, le but a toujours été politique, rendre la guerre impensable. Et on peut dire que ce pari a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Ce qui nous amène directement à la première facette de la puissance européenne, son poids économique et commercial qui est tout simplement colossal. Ce chiffre-là, il parle de lui-même, 17%. C'est la part de l'Union européenne dans tous les échanges commerciaux de la planète. C'est juste énorme, et ça en fait la première puissance commerciale au monde. Et pour bien visualiser, regardons ce graphique. On voit bien que l'Union européenne est devant les deux autres géants, que sont les États-Unis et la Chine. Et attention, ce chiffre ne prend même pas en compte le commerce entre les pays de l'Union. Si on l'ajoutait, on dépasserait les 30%. Ça donne une idée de la force de son marché intérieur. Alors, quel est le secret? C'est un mécanisme mis en place dès 1968, l'Union douanière. Pour faire simple, c'est comme si les 27 pays étaient un seul et immense territoire commercial. Zéro taxe pour faire circuler un produit de Lisbonne à Varsovie, mais une barrière douanière commune pour tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ça qui donne un poids incroyable à l'UE dans les négociations mondiales. Mais la puissance économique européenne, ce n'est pas que le commerce, loin de là. C'est aussi le deuxième PIB de la planète, c'est la première destination mondiale pour les investissements étrangers, tout le monde veut y être, c'est aussi un nid de multinationales puissantes, et bien sûr il y a l'euro, qui est devenu la deuxième monnaie la plus utilisée et la plus sûre au monde après le dollar. Le tableau est assez clair, c'est un poids lourd. D'accord, l'UE est donc un géant économique. Mais ce qui la rend vraiment, vraiment spéciale dans le monde, c'est son modèle politique. Ce n'est pas juste un club de pays qui font du business ensemble. Le concept clé à comprendre ici, c'est celui de supranationalité. Ça peut paraître un peu technique, mais l'idée est assez simple en fait. Ça veut dire que les États membres ont accepté, volontairement, de transférer une partie de leur souveraineté à des institutions communes. Dans certains domaines, comme le commerce, la décision est prise ensemble au niveau européen et elle s'applique à tous. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire. Et cette image montre bien la différence. D'autres organisations régionales dans le monde, comme l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada ou le Mercosur en Amérique du Sud, ce sont avant tout des zones de libre-échange. L'UE, elle, va tellement plus loin. Une monnaie, des lois communes, une citoyenneté, c'est le modèle d'intégration régionale le plus poussé qui existe. Et alors, qui pilote cet immense navire? Eh bien, c'est un triangle institutionnel un peu complexe. Il y a la Commission européenne, qui joue le rôle de gouvernement. Elle propose les lois. Il y a le Parlement européen, qui nous représente, nous les citoyens, et qui vote ces lois. Et enfin, il y a le Conseil, où siègent les gouvernements de chaque pays pour défendre leurs intérêts. C'est le dialogue et parfois le bras de fer entre ces trois qui fait tourner la machine. Et pour nous, au quotidien, ça change quoi? Eh bien, c'est là qu'on trouve les bénéfices les plus concrets. Pouvoir voyager, étudier ou travailler dans un autre pays membre sans passeport, sans visa. Ça, c'est l'espace Schengen et la citoyenneté européenne. C'est la preuve que cette construction n'est pas juste abstraite, elle a un vrai impact sur nos vies. Bon, mais attention, ce serait une grosse erreur de peindre un tableau idyllique. La réalité, c'est que l'Union européenne est une puissance pleine de doutes, de tensions et qui fait face à des défis absolument immenses. On touche ici au grand paradoxe européen. D'un côté, l'UE est une championne du soft power, la puissance par l'influence, par ses valeurs. Elle défend la démocratie, c'est le plus grand donateur d'aide au développement au monde. Elle a même eu le prix Nobel de la paix. Mais de l'autre, son hard power, la puissance militaire et diplomatique, reste son point faible. Sur les grandes crises internationales, il est très rare que les 27 pays parlent d'une seule et même voix. Et les défis sont aussi à l'intérieur. On a la montée de l'euroscepticisme, ce sentiment de défiance envers Bruxelles.
On a eu le choc du Brexit qui a montré que le projet n'était pas irréversible. On a des divisions profondes sur des sujets hyper sensibles, comme l'accueil des migrants ou les règles budgétaires. Et puis il y a cette dépendance stratégique, notamment face aux géants américains du numérique, les fameux GAFAM. Tout ça crée beaucoup de tensions. Et cette citation de l'ancien ministre Hubert Védrine résume parfaitement le problème. Au fond, la plus grande menace pour l'Union européenne, ce n'est peut-être pas la concurrence extérieure, mais bien ce fossé qui s'est creusé entre le projet européen et une partie de ses citoyens. Alors, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'UE n'est pas un État, ce n'est pas un produit fini, gravé dans le marbre, c'est un processus, une sorte de laboratoire politique permanent, un projet en construction, qui avance, qui doute, qui se dispute, mais qui continue d'évoluer au gré des crises. Et je vous laisse avec cette question pour continuer la réflexion. Dans notre monde actuel, face à des blocs immenses et centralisés comme les États-Unis ou la Chine, est-ce que cette fameuse diversité européenne, qui est sa devise, unie dans la diversité, est-ce que c'est son meilleur atout pour s'adapter ou au contraire le frein qui l'empêchera toujours d'être une superpuissance comme les autres? Le débat est ouvert.